Très bien. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Bienvenue à tous. Bienvenue à James. Nous sommes très heureux de vous voir ici. Je suis très heureux de vous voir et j'espère que ce webinaire va être très intéressant, qu'il va être utile et vous allez vous exprimer. Puis après, nous aurons la possibilité de vous poser des questions. Ce que j'aimerais faire en premier lieu, c'est que j'aimerais demander à tous les participants de poser des questions concises, brèves. J'aimerais laisser la possibilité à chacun de poser des questions si possible. Et je pense que ce sera intéressant de partager des informations. Et je ne veux pas passer trop de temps à m'exprimer sur ces remarques liminaires. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vos familles et vos proches vont bien également. Je vous souhaite une bonne santé pour le futur. Et James, je vais vous demander votre avis quant aux enseignements tirés de cette crise qui touche la famille de l'OTAN également. James, la parole est à vous. Merci. Est-ce que vous m'entendez tous? Est-ce que tout va bien? Voilà, tout va bien pour moi. Très bien. Tout d'abord, merci à chacun pour cette invitation. Merci de m'avoir invité à ce webinaire. Je suis canadien, mais j'aime beaucoup le concours de l'Eurovision et je pense que ça ressemble un peu à la configuration du concours Eurovision, ce que je fais aujourd'hui avec vous. Donc voilà, je vais essayer de vous divertir un maximum pendant quelques minutes. Puis après, nous aurons une séance de questions et réponses. Alors, c'est assez intéressant parce que, comme Attila l'a dit, je vais m'exprimer à titre personnel et le but est vraiment de stimuler la conversation. Évidemment, je vous renverrai simplement au site de l'OTAN pour que vous preniez connaissance de la politique actuelle de l'OTAN en la matière. Il y a beaucoup eu de discussions à propos de cette crise au sein de l'OTAN. Il y a eu des questions à propos de la vitesse à laquelle nous avons réagi. Et nous avons essentiellement fait quelques petites choses. Tout d'abord, en termes de temps et en termes de priorité, nous avons voulu garantir que ce que l'OTAN fait reste pertinent. Et nous avons dû garantir que notre défense collective reste efficace, crédible, et nous avons dû nous assurer que nos opérations puissent se poursuivre. Et ce n'est pas tant une question de défense collective, mais davantage une question opérationnelle. Nous avons dû procéder à des ajustements et nous nous sommes concentrés sur une mise en place de roulements appropriés, que nos soldats soient en sécurité et qu'il n'y ait aucun risque de poser auprès des populations, par exemple dans les pays de la Baltique. Donc notre première priorité a été de maintenir la défense collective, puis nous avons voulu préserver notre capacité opérationnelle. Nous avons dû procéder à des ajustements pour le grand exercice Defender 2020, dans le cadre duquel nous voulions détacher 20 000 soldats américains en Europe. Bon, évidemment, il n'y a eu que 6 000 soldats américains, ainsi que des équipements qui ont été détachés et prépositionnés en Europe dans ce cadre. Et je pense que la première conclusion à ce sujet, c'est que on est en train de faire cela de manière efficace. Nos commandements pensent que même si nous avons dû réduire l'échelle des exercices, lorsqu'il s'agit de capacité opérationnelle ou de défense collective, nous avons ce qui est nécessaire pour assurer ces éléments. La deuxième priorité, bien entendu, ça a été l'utilisation de ce que l'OTAN a pour soutenir l'effort déployé par les alliés pour réagir à la crise de la Covid-19. Et bien sûr, l'OTAN n'est pas vraiment configurée comme une organisation de réaction à une pandémie, donc il a fallu réfléchir un peu à ce que nous pouvions faire. Mais en quelques semaines, en quelques mois même, je crois que nous avons agi relativement rapidement et nous avons pu mettre en place des capacités très utiles. Et vous aurez vu cela dans le petit bulletin que nous vous avons communiqué. Et à ce titre, en premier lieu, les alliés utilisent
leurs forces entraînées par l'OTAN et leurs responsabilités civiles au sein de leurs propres pays respectifs. C'est le cas dans mon pays. Cela signifie que il y a des hôpitaux de campagne, des éléments logistiques qui sont mis en place dans les pays. Ensuite, nous avons au sein de l'OTAN le Centre de coordination pour la réponse aux catastrophes et sinistres, l'EAD-RCC. Et l'EAD-RCC est l'outil principal de l'OTAN pour réagir aux urgences civiles au sein de l'OTAN. C'est une sorte de réseau. Et il y a quelques personnes qui sont affectées à cette EAD-RCC qui reçoivent des demandes et qui coordonnent cela avec des pays qui peuvent donner des équipements, des personnes, etc. Donc c'est une sorte de centre de coordination qui agit même jusqu'à l'Asie centrale. Donc dès que la situation a commencé à évoluer, nous avons pu mettre en contact des demandeurs et des donateurs. La Turquie, par l'intermédiaire de l'EAD-RCC, a fourni un soutien à la Macédoine du Nord, au Monténégro, à la Bosnie, à l'Espagne, à l'Italie. Les États-Unis ont fourni leur soutien à l'Italie. Le Luxembourg a fourni un soutien à l'Espagne, à la Hongrie a fourni son soutien à la Macédoine du Nord, et la Slovénie également a fourni son soutien. La République tchèque a soutenu un nombre considérable d'alliés, et il y a encore des initiatives de ce type qui se poursuivent. Les partenaires sont également concernés. La Géorgie a demandé un soutien. Je crois que la Pologne a d'ores et déjà fourni son soutien à la Géorgie. Les États-Unis pensent fournir un soutien supplémentaire également. Il y a d'autres pays qui ont commencé à mettre quelque chose en place dont on ne peut pas encore parler en public, évidemment. Donc, le nombre de demandes augmente et le secrétaire général essaye de faire correspondre ces demandes et ces dons. Donc, tout ceci commence à prendre forme et il y a un soutien très concret, très pragmatique qui a été mis en place. Je parle d'équipements de protection, des combinaisons de protection, des équipements pour l'assistance respiratoire, des hôpitaux de campagne, etc. En troisième lieu, nous avons l'agence de soutien et d'acquisition de l'OTAN, dont vous connaissez l'existence certainement, et qui procède à des achats groupés pour gonfler un peu le stock d'équipements. Donc nous utilisons la NSPA pour envoyer des équipements là où ils sont nécessaires, notamment des équipements d'assistance respiratoire envoyés en Italie, des équipements de protection en Espagne, des médicaments vers la Norvège, vers le Luxembourg. Donc l'agence NSPA contribue également à cet effort. Puis il y a un troisième, voire un quatrième aspect, c'est le soutien logistique aérien. Donc le plus important, c'est d'avoir des aéronefs. Donc la plupart des avions dans le monde sont coincés au sol. Nos aéronefs militaires sont donc très utiles. Puis les aéronefs ça pose pas vraiment un problème. Il est très compliqué pour ces aéronefs de se déplacer vers des zones contaminées parce qu'il faut décontaminer et nettoyer les aéronefs. Nous utilisons donc deux outils de l'OTAN. Tout d'abord le SALIS et puis le SAG, donc la stratégie, la capacité de transport aérien stratégique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est important, c'est de savoir que certains pays ont déjà utilisé ces aéronefs qui sont envoyés par l'OTAN pour transporter des équipements de protection personnelle. Mais le deuxième aspect que je voulais évoquer, c'est la mobilité aérienne rapide. L'OTAN dispose d'un mécanisme en vertu duquel il est possible d'utiliser un signal d'appel au sein de l'aéronef qui permet de contourner un peu les procédures qui peuvent être un peu bureaucratiques. Donc nous avons mis en place cette mobilité aérienne rapide qui permet de réagir rapidement à une demande dans un espace aérien donné. Alors évidemment, tout ceci est très légal. Cela fait partie des modalités mises en place par l'OTAN. Et le but est vraiment que les alliés puissent utiliser ce mécanisme
qui permet d'agir rapidement. Et bien entendu, en dehors du contexte de l'OTAN, les alliés se soutiennent entre eux tout le temps. Et bien entendu, nous saluons cette coopération, cette solidarité. Enfin, avant d'évoquer autre chose, j'aimerais dire que nous sommes en pourparlers avec l'ONU et l'Union européenne. Ces deux organisations ont des équipements qu'ils souhaitent déplacer d'un endroit à l'autre. Hein, et le but serait d'acquérir des équipements que nous pourrions nous déplacer, que nous pourrions transporter d'un endroit à l'autre, et ce de manière rapide. Donc nous sommes en pourparlers avec ces deux organisations internationales pour voir ce que nous pouvons faire à cet égard. 3 autres choses sont à mentionner, puis je vais parler des effets à moyen terme hein, qui doivent être portés à votre attention. Pour ce qui est de ce qui se passe actuellement, ce que nous faisons principalement, c'est la lutte contre les fausses informations. Et nous voyons très clairement, en particulier de la part de la Russie et de la Chine, des campagnes de désinformation. Il y a eu une série de rapports hein, qui a fait état de manière très détaillée et qui ont proposé des preuves irréfutables quant au niveau de désinformation qui provient de ces deux pays. Et il y a des messages, hein, des discours hein, qui sont propagés par la Russie et par la Chine et qui indiquent que la Chine et la Russie sont les deux seuls pays à fournir le soutien et que personne d'autre n'offre de soutien. Ces deux pays disent que l'UE n'est pas en mesure d'aider ses membres, hein, que l'OTAN n'est pas en mesure d'aider ses propres membres, hein, qu'il s'agit d'un complot derrière lequel se cachent les États-Unis, etc., etc. C'est une campagne générale extrêmement active, très organisée. Donc, nous travaillons en étroite coopération avec les alliés, avec l'Union européenne pour lutter contre cette campagne de désinformation. Nous surveillons la dite campagne, nous luttons contre elle. Hein, et je peux vous dire que nous contribuons aussi à une campagne d'information visant à stopper cette désinformation. Donc, il va falloir se montrer très actif dans la lutte contre cette désinformation. Une autre chose qui nous intéresse, c'est la résilience. Dans le cadre de la charte de l'ONU, l'OTAN a la responsabilité d'aider ses alliés pour bâtir des sociétés résilientes. Et tout ceci, cette résilience a subi des hauts, des bas, évidemment. Et maintenant, l'idée de résilience est repassée sur le devant de la scène. Les alliés s'intéressent de près à cette notion. L'UE est très active dans ce domaine et nous respectons ce choix également. Nous avons également un travail actif qui se poursuit dans ce domaine. Par exemple, à l'OTAN, au niveau du comité militaire, nous travaillons sur une série de 7 référentiels de base sur lesquels nous travaillons qui vise à nous assurer de prendre en compte cette crise. Donc, par exemple, la sécurité des chaînes d'approvisionnement, le niveau de réserve stratégique dont nous disposons tous. Hein. Nous devons également travailler sur la dépendance par rapport à la cyberinfrastructure hein, en ce qui concerne nos activités économiques, notre communication, nos services sanitaires, médicaux. Donc, je crois que la crise actuelle a révélé justement nos vulnérabilités. Donc, nous travaillons pour travaillons pour améliorer ces référentiels de base. Enfin, en termes d'activités actuelles, nous nous préparons au futur. Vous aurez certainement vu des communiqués de presse à ce sujet, des articles. Nous travaillons sur l'amélioration de notre planification militaire dans les mois à venir pour une possible deuxième vague de contamination. Et nous voulons simplement nous assurer d'avoir une meilleure planification, d'avoir un meilleur plan de soutien, pas seulement pour les alliés, évidemment, principalement pour les alliés, mais également pour les autres partenaires. Ce qui m'amène aux effets à moyen terme. Et j'aimerais encore une fois réitérer le fait qu'il s'agit de mon avis personnel. Hein.
nous avons commencé à parler des effets à moyen terme. Les ministres eux-mêmes ont commencé à parler de ces effets. Et nous devons bien sûr évoquer la question des effets, de l'impact sur les dépenses en matière de défense. Et je crois qu'on a pu voir un éditorial dans un grand journal hier qui a dit que la vraie menace, c'est la pandémie et qu'on ne peut pas dépenser autant d'argent dans le domaine de la défense. Il faut dépenser davantage dans le domaine médical et dans le domaine sanitaire. Donc, on a dit dans certains médias que les dépenses en matière de défense doivent, par conséquent, baisser. Puis, il y a eu un autre article publié après coup qui a dit que la géopolitique n'a pas disparu, que la concurrence géopolitique pourra même être encore pire au vu de cette crise. Et on voit cela tous les jours. Et cet article indique qu'on ne peut pas se permettre de baisser notre garde en ce qui concerne la sécurité, parce que la sécurité est nécessaire à la reprise économique. Donc nous devons trouver un moyen d'assurer sur tous les fronts et de maintenir les dépenses en matière de défense pour ne pas nous débarrasser tout simplement de cette sécurité de manière générale. Autre effet à moyen terme que nous devons surveiller de près, c'est l'effet multiplicateur du Covid-19 sur nos théâtres d'opération et sur les États fragiles dans notre voisinage. Je pense à l'Afrique du Nord et au Proche-Orient. Je pense à l'Irak, je pense à l'Afghanistan. Et il s'agit de pays qui ne disposent pas d'énormément de ressources, qui ne disposent pas de gouvernements forts. Et ce sont des pays qui sont dans le voisinage de l'Iran, qui est un foyer de contamination Covid-19. Il y a des insurrections dans ces pays. Donc, il faut surveiller ce qui se passe dans ces pays et prendre cela en compte dans notre analyse. Et puis, l'Afrique du Nord, le Proche-Orient n'ont pas encore trop souffert de cette crise. L'Égypte n'a pas encore... l'Égypte a connu une certaine vague de contamination avec les croisières sur le Nil, mais je pense que le risque réel dans tous ces pays, ce sont les troubles civils parmi la population, parce qu'il y a déjà un fort taux de chômage dans ces pays, et évidemment, ça ne va faire qu'empirer, puisque ces pays dépendent beaucoup du tourisme. Et l'effet, l'autre effet pourrait l'accroissement des activités terroristes et bien sûr le risque d'une immigration clandestine accrue par le biais avec des personnes qui n'ont pas trop de choix localement. Donc voilà, cela va rajouter à la pression locale dans ces pays. Ensuite, il faut parler de la Chine. Et je crois que ce risque à moyen terme doit être évoqué. Et il faut également envisager les opportunités de coopération qui existent avec la Chine, mais le risque et les défis qui se posent par rapport à la Chine, c'est que nous devons protéger nos industries, nos actifs, nos équipements. Il y aura d'importants problèmes économiques. La Chine sort de cette crise, dispose d'importantes réserves stratégiques et dispose d'un plan. Il ne faut pas vendre les joyaux de la couronne à cause de la crise à laquelle nous devons faire face. C'est très compliqué parce que la Chine nous dit qu'on peut faire la banqueroute, et alors il y aura deux choix à faire qui sont de mauvais choix. Il faut faire attention parce que la Chine pourrait acquérir plus de contrôle, par exemple sur les minéraux stratégiques desquels nous sommes dépendants. Donc il faut être conscient du fait que l'attitude de la Chine devrait devenir peut-être plus agressive, avec la pression militaire également dans la zone Asie-Pacifique. Et puis il y a une macro-question qui est tout à fait pertinente, je crois, pour les parlementaires. C'est-à-dire le modèle autoritaire, la concurrence entre le modèle autoritaire et le modèle démocratique. Le discours qui vient de la Russie et de la Chine, c'est que vous voyez comment le système fonctionne, et le Covid exacerbe les instruments technologiques du caractère autoritaire de ces régimes, parce qu'il y a des technologies de surveillance, de suivi, des technologies de reconnaissance faciale, et il va falloir nous reposer là-dessus, nous, pour le Covid, par exemple. Mais si les non-démocraties contrôlent la population et exportent cette technologie,
en essayant de créer une communauté de pays qui adoptent une approche différente par rapport aux droits de l'homme, par rapport aux libertés civiles, et qui vont suivre la Chine avec des instances qui fixent des normes. Par exemple, Nations Unies, l'Union des télécommunications internationales qui travaille déjà sur la 6G. Donc, les liens vis-à-vis de la technologie et le caractère autoritaire des régimes et le Covid, c'est vraiment quelque chose qu'il faut non seulement suivre de près, mais il faut être coude à coude pour contrer ce genre de processus et être sûr que notre modèle, le modèle démocratique, est efficace et qu'on voit bien qu'il est efficace. Et puis ensuite, il y a la Russie. Je ne voudrais pas passer trop de temps sur la Russie dans ce contexte. Je dirais deux choses. Tout d'abord, la doctrine stratégique de la Russie actuelle, la culture stratégique de la Russie a un lourd élément de surprise. Il s'agit de tirer parti des mouvements d'instabilité pour que l'on soit pris de court, et c'est ce qu'on appelle la surprise stratégique. Alors c'est clair, c'est pas secret, ils pratiquent tout cela, ils l'exercent, c'est vraiment leur doctrine, et donc il faut être très vigilant dès maintenant par rapport à ce genre de mouvement inattendu. Ça pourrait inclure par exemple le fait d'instrumentaliser les communautés de souche russes dans les pays de l'OTAN en leur disant qu'en fait, on ne leur rend pas service, que le gouvernement ne s'occupe pas de leur santé, que la Russie pourrait envoyer des docteurs, les aider. Donc là, il faut rester très, très vigilant à ce sujet également. Donc voilà, certains des effets à moyen terme. Je vais conclure par quelques idées concrètes pour les mesures que nous pouvons entreprendre. Chemin faisant, et puis ensuite, je veux bien répondre à vos questions si vous en avez ou entendre vos remarques. Ce serait fantastique. Je suis là pour cela. Alors, quelles sont les mesures à prendre? Il faut s'aider les uns les autres et qu'on voit qu'on s'aide les uns les autres. Il faut vraiment montrer clairement l'efficacité des systèmes démocratiques, montrer notre solidarité. Et nos ennemis essaient vraiment de mettre à mat cette solidarité pour dire à leurs ressortissants, on vous a aidé, ils ne vous ont pas aidé. Donc, si on ne montre pas qu'on est solidaire, d'autres en tireront parti. Et puis, il y a la question de la résilience. J'ai parlé des besoins fondamentaux. Il faut être plus résilient par rapport à ce qui pourrait provoquer le fait qu'on soit dépendant d'autres qui, peut-être, ne seraient pas aussi stricts avec nous et aussi respectueux que nous le sommes. Il faut aider nos partenaires qui sont en danger dans les zones opérationnelles, dans les voisinages près de nous, mais également les partenaires d'Asie-Pacifique qui doivent faire face à la Chine plus agressive dans leur voisinage. Il faut accroître nos efforts de lutte contre la désinformation. Il faut avoir de meilleures ressources. Moi, je ne suis plus porte-parole, mais à l'OTAN, on n'a pas encore... on a toute cette équipe qui fait un travail incroyable avec des ressources très limitées, mais la quantité a sa propre qualité et l'adversaire a plus de quantité. Donc, il faut vraiment essayer de maintenir le cap. Il faut intensifier la coopération avec l'Union européenne. L'Union européenne a vraiment un enjeu majeur, comme l'OTAN d'ailleurs, dans toute cette aventure. Et on ne peut pas faire cavalier seul dans l'une ou l'autre des organisations. Et je le sais pertinemment, il y a des complications entre les deux organisations en termes de relations, mais il y a le domaine cyber, la résilience, la mobilité militaire dans le contexte actuel, l'aide aux partenaires, la coopération avec l'Union européenne dans ce cadre est tout à fait pertinente. Et comme je l'ai dit, les parlementaires ici sont essentiels. Il faut protéger nos moyens stratégiques, nos industries stratégiques. Il faut essayer d'éviter les achats de l'étranger dans une période de difficultés financières. Il faut être prêt vis-à-vis de la pandémie, c'est clair. Mais selon moi, il ne faut pas surréagir. C'est une énorme entreprise, je le sais. Beaucoup d'organisations, beaucoup de pays devront s'adapter également à l'OTAN, mais l'OTAN ne peut pas perdre de vue le fait qu'aucune autre organisation n'est responsable pour la défense collective, la dissuasion de ses membres. L'OTAN doit être sûr qu'on peut au moins assurer cela et au-delà de cela, apporter également un soutien lorsqu'il s'agit d'une pandémie et s'adapter pour cela. Mais notre rôle principal n'est pas de se concentrer là-dessus principalement.
Et pour terminer, il y a un processus de réflexion en cours. Le secrétaire général vient de le lancer. Il en avait besoin. Il y a des experts maintenant qui travaillent d'arrache-pied pour les 6, 8, 10 mois à venir pour préparer des recommandations par rapport au rôle de l'OTAN. On tiendra compte de tout cela, mais bien sûr, il faut avoir une vision d'ensemble pour être sûr que toutes les menaces soient bien perçues, les évolutions planétaires, et on met l'accent sur le fait de renforcer le rôle politique de l'OTAN. Il ne s'agit pas d'adapter les capacités militaires de l'OTAN pour ce rôle. Le Covid aura son influence et doit avoir son influence dans le processus, mais ce ne sera pas l'ensemble du processus. Alors, je suis désolée d'avoir un peu prolongé le débat. Je vais vous redonner la parole, Roxana. Merci, merci beaucoup. Je ne serai pas long. Donc maintenant, nous avons des questions, je crois, qui vont vous être posées. Et je voudrais rappeler à mes collègues qu'il ne faut pas oublier d'appuyer sur le bouton de demande d'intervention à droite de l'ordinateur pour être sûr qu'une question se pose. Alors, je crois qu'on a plusieurs questions. Je voudrais donner la parole tout d'abord à Philippe de la France. Vous avez la parole, Philippe. Vous m'entendez? Did you hear me? Okay. Thank you, James. I will speak in French if you allow me. Le premier exercice sur sol français de l'OTAN, Coopérative Lanterne 2000, avait pour thème justement l'évacuation d'une grande métropole vers des villes moyennes, une grande métropole sous un choc, on va dire, bactériologique et chimique, qui pourrait s'apparenter à une pandémie, et avec l'organisation de postes médicaux avancés, de points de vaccination massifs. C'était d'ailleurs à cette occasion que nous avions intégré les pays de la région Europe-Centre de SHAPE. Je voulais savoir quel standard ou quelle suite avait été donnée à cet exercice et ce type d'exercice dans les préparatifs de l'OTAN. Merci. Yeah, thanks for that question. Merci pour cette question. Je me souviens de cela, en effet. Et je suis heureux que vous en souveniez également. Notre exercice, bien sûr, couvre toute une palette d'activités. C'était l'une des activités. Et je pourrais bien sûr en citer plusieurs autres. Toutes nos forces, enfin, d'un point de vue national, toutes les forces tirent les enseignements nécessaires. On a incorporé beaucoup de ces enseignements tirés à l'échelon inférieur dans les exercices suivants. C'était il y a de cela un certain temps. Il y a eu plusieurs agences, plusieurs états de préparation. On s'est penché sur les besoins fondamentaux. Et le défi qui se pose à nous, toujours, et moi je viens du département de défense, avant que je ne vienne à l'OTAN, c'est que le premier intervenant, le primo-intervenant sera toujours l'État-nation. Et comme mon pays, on insiste vraiment sur le fait que c'est en premier lieu l'allié lui-même qui va s'occuper des activités militaires pour appuyer la puissance civile. Donc nous avons tiré ces enseignements, nous les avons bien intégrés. Je vous donnerai un exemple. Mon pays a quelque chose qui s'appelle l'équipe de réaction en cas de catastrophe. C'est un système déployable, rapidement déployable, une unité militaire, mais bien sûr, il y a des hôpitaux de campagne, on s'entraîne dans le domaine biologique, radiologique, chimique, on s'exerce pour appuyer les autorités civiles. Enfin, tous ces enseignements étaient bien pris en compte. Il y a une chose dont je suis sûre, c'est que dans les exercices de gestion de crise à venir, à la fois ceux qui partent du siège et ce qu'on fait sur le terrain, eh bien, ces éléments maintenant seront beaucoup plus forts. Donc, l'expérience qu'on a eue en France était vraiment un premier travail de pionnier très intéressant. Nous allons nous en inspirer. Il y a le domaine chimique, radiologique, biologique en termes de défense et comment mieux appuyer les efforts civils. Là, il y aura des éléments plus puissants dans tous nos pays, dans les exercices à venir et certainement à l'OTAN également. Nous avons George de la Hongrie, vous avez la parole.
Bonjour à tous de la Hongrie. Est-ce que vous me voyez? Bonjour Attila, est-ce que vous me voyez? Bonjour de la Hongrie. En ce qui concerne l'évolution de la crise Covid-19, ça nous a vraiment pris de court. Et je crois que maintenant, nous sommes dans une situation tout à fait similaire que celle du 11 septembre, où il y avait cette conscience du terrorisme qui était planétaire. Et puis il y a eu Tchernobyl. Là, il a fallu bien comprendre que, bien sûr, l'aspect nucléaire est d'une importance primordiale. Donc maintenant, on a une conscience sanitaire de sécurité qui est née dans le monde entier, dans nos rangs également. Il faut donc développer des mécanismes idoines pour faire face à ce défi sécuritaire et sanitaire. Il faut comprendre que l'OTAN fait partie de ces acteurs. Et là, l'OTAN doit développer ses propres mécanismes, parce qu'il y a également des défis sécuritaires. Et deuxièmement, je voudrais souligner ce qui a été dit avant que je ne m'exprime, le rôle de l'État-nation et le rôle de la solidarité entre les États-nations qui est d'une importance primordiale. Et le moment n'est pas venu de poursuivre nos dissensions internes. Il faut sensibiliser les uns les autres. Il est grand temps de respecter les uns les autres et de garder au loin les régimes autoritaires. Il faut suivre cela de près. On a parlé de la Chine, on a parlé de la Russie. Et à l'intérieur de l'organisation, à l'intérieur de l'OTAN, il faut garder un principe clair de solidarité et de coopération les uns avec les autres. Et troisièmement, je voudrais souligner l'aspect économique. Notre alliance est également une alliance économique depuis 1949. Et le rôle des dépenses militaires, le rôle à l'avenir de l'industrie militaire dans nos économies et dans notre reprise sera certainement incontournable, essentiel. Il faut donc nous rallier aux efforts économiques. Après la crise, il y aura un processus de reprise, de relance, et là, l'industrie militaire jouera un rôle important. Et ma dernière remarque, c'est le centre d'excellence basé à Budapest pour l'aide militaire. Là, j'attirais votre attention sur le fait que vous pouvez utiliser toutes les possibilités de ce centre d'excellence. Ils font vraiment un travail remarquable et je crois qu'à l'avenir, dans le processus de réflexion, ce centre basé à Budapest doit jouer un rôle beaucoup plus important. Merci beaucoup de votre attention. Merci, James. Eh bien, merci. Je suis tout à fait d'accord avec une grande partie de ce qu'a dit notre ami. Je vais reprendre le fil de l'écheveau. 2 heures avant cette discussion, j'ai envoyé une note au cabinet qui a évoqué ce centre d'excellence pour la médecine militaire, précisément parce que je crois qu'il a beaucoup de potentiel, non seulement d'aider les alliés, mais également les partenaires, parce que le centre d'excellence travaille avec l'Union européenne, mais travaille également avec les pays non OTAN. Et c'est précisément le genre de moyens qu'on voudrait pouvoir utiliser, fournir également à des pays frappés qui ne sont pas forcément aussi forts que les pays de l'OTAN. Mais en particulier, simplement tout d'abord pour les aider, mais également s'ils sont dans notre voisinage, l'effet de contagion de cette crise particulière va être ressenti par nous-mêmes également. On ne sera pas aussi fort, on ne serait pas aussi fort économiquement, socialement, s'il y avait des effets de contagion. Donc, il va de notre intérêt d'investir maintenant pour la sécurité de nos partenaires,
particulièrement dans notre voisinage, parce que si on ne le fait pas, on va ressentir tous les effets et on sera durement frappé beaucoup plus qu'il y a de cela quelques années. Lorsqu'il s'agit de la solidarité, des préparations, j'ai bien écouté ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons Madeleine. Vous avez la parole. Merci. Je crois que je dois vous remercier vraiment pour un exposé excellent qui vraiment touchait du doigt le problème. Alors, je crois qu'il y a peut-être quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est cette information, les fausses nouvelles. Ce qui semble se produire maintenant, c'est quelque chose qui traite de questions alternatives, qui est du domaine politique. Par exemple, il y a le domaine sanitaire, mais aussi le domaine de l'environnement. Alors, est-ce qu'on veille bien à ce que les alliés soient conscients et que l'on explique à nos populations les informations par rapport au style de vie et les fausses nouvelles par rapport à la santé et aux fausses nouvelles de santé. Parce que sinon, ça crée de la méfiance par rapport aux hommes politiques, par rapport au gouvernement, par rapport aux institutions d'État, par rapport aux experts. Donc, il faut que les choses aillent de l'avant. Il faut également construire un message quant aux réductions de dépenses en matière de défense, dans tous les contextes où j'ai pu voir cela. Donc, il faut consacrer plus à la santé, il faut consacrer plus à l'environnement. Et si nous le faisons, alors on n'aura pas besoin vraiment de défense. Une chose n'a pas été soulevée, mais j'étais préoccupée de voir les menaces contre l'élimination de certaines menaces, une menace qui pourrait apparaître, par exemple, en disant qu'un agent avait été envoyé avec du ricin pour assassiner d'autres personnes. Alors, est-ce que là, on parle de solidarité dans ce genre de scénario? Parce que lorsque le Royaume-Uni a été attaqué, on a eu beaucoup de solidarité. Et d'un bout à l'autre de l'Alliance, il y a eu une expulsion d'un diplomate russe. Donc, il ne faut pas perdre cela de vue. Il faut se concentrer sur la solidarité politique lorsque ces menaces apparaissent, vu la Russie qui vient d'être de plus en plus agressive. Il y a une loi qui a été adoptée. Il y a des camps de travail si on touche une statue russe dans l'un ou l'autre des territoires. Donc, est-ce que l'on a tenu compte de tout cela à ce moment? Now you can hear me. Ça y est, vous m'entendez. Ce sont des questions très importantes. Tout d'abord, concernant la question de la solidarité, je peux vous garantir que nous gardons à l'œil les activités russes. Vous avez, à raison, évoqué la solidarité reçue par le Royaume-Uni de l'ensemble des alliés. Les Pays-Bas ont également proposé à la table de l'OTAN leurs résultats concernant les activités russes à La Haye. Et on fait preuve de la même solidarité de l'OTAN. Ce n'était pas aussi visible peut-être, ni potentiellement mortel, mais quand même grave. Et je pense que ce dernier exemple avec la République tchèque montre à quel point la Russie se comporte n'importe comment à ce stade en matière de contre-ingérence. Et je ne peux tout simplement pas croire que ce genre d'activité a lieu, mais c'est bel et bien le cas et il faut que l'on soit clair, uni et ferme et transparent dans notre réaction. Très souvent, ces incidents sont découverts grâce aux renseignements et donc nous voulons traiter ces renseignements correctement en prenant des mesures qui sont adaptées pour protéger la provenance de ces renseignements. Vous en êtes bien conscient, tout comme nous, et vous savez comment cela marche. Donc, dans certains cas, la réaction est évidente. Par exemple, quand le gouvernement
le gouvernement qui est à la tête du pays où cela a lieu et où la victime est présente décide de rendre les informations publiques. Dans certains cas, nous décidons de prendre des mesures moins visibles, mais nous sommes pleinement concentrés dessus et vous avez bien raison de maintenir ce sujet à l'ordre du jour. Nous ne pouvons pas perdre de vue ce type d'événement et permettre de se généraliser ce genre d'événement. Il faut que l'on montre clairement que c'est complètement inacceptable et que l'on ait toujours des réactions robustes. Concernant les désinformations et les infox, il y a des limites à ce que je peux dire sur cette plateforme, mais nos collègues qui travaillent sur la communication stratégique sont bien organisés, ont une approche tout à fait stratégique qui implique de consulter régulièrement les alliés sur ce qu'ils constatent, la manière dont il faut s'organiser pour réagir, les mesures à prendre, où trouver les ressources, comment faire, avec quel message. Et je peux vous garantir donc que c'est un débat qui est très dynamique et pour lequel les ambassadeurs de l'OTAN sont pleinement impliqués, car ils comprennent à quel point cela peut avoir un effet toxique au niveau politique. Et je suis, à vrai dire, assez satisfait parce qu'il me semble que la plus grande partie de nos populations est assez résistante à ces tentatives. Vous avez par exemple vu que les Lituaniens ont reçu une lettre prétendant venir du secrétaire général qui a été très bien préparée avec sa signature et cela ressemble réellement au type de lettre que le secrétaire général peut envoyer, précisant que l'OTAN allait retirer ses troupes de la Lituanie. C'était complètement faux. Et cela a certainement pu rendre des uns des autres nerveux, mais la population, notamment avec l'utilisation des médias sociaux, est très ciblée pour communiquer des messages négatifs en disant par exemple non seulement que telle ou telle chose ne marche pas, mais aussi qu'il faudrait plus se concentrer sur telle autre chose. Donc ces tentatives et ces campagnes sont très rusées et évoquent des points qui sont très sensibles parce que ce sont des points qui sont légitimement l'objet de débat. Et donc, on ne va pas dire non, il ne faut pas dépenser plus sur la santé, sur le chômage ou pour stimuler l'économie. Évidemment, ce sont des sujets tout à fait pertinents. Le défi est de ne pas baisser les bras et rester exposé, mais d'avoir la sécurité sur la base de laquelle nous pouvons faire toutes sortes de choses que nous devons faire. Les 2% restent réalisables, même si les économies sont plus petites. Cela reste une cible atteignable, ce n'est pas un chiffre très important. Merci beaucoup. L'intervenant suivant est Mimi Kodeli. Mimi. Très bien, merci Attila. Toujours ravi d'avoir l'occasion une fois de plus de parler de ces questions. J'aimerais tout d'abord vous dire que lors de notre dernière réunion du 17 février, j'ai pu participer à cette réunion et je me souviens d'une question que j'ai posée à l'un des intervenants qui présentaient des stratégies. Et comme d'habitude, ma question avait un volet politique, mais aussi avec d'autres aspects. Donc bon, le nucléaire, d'accord, mais qu'en est-il des questions de pandémie? Et la réponse, bien entendu, n'a pas été une réponse politique, mais n'a même pas vraiment été une réponse technique, malheureusement. Or, chers amis, permettons-nous de parler et de réfléchir de manière politique et de nous lancer dans un débat sérieux autour de cette problématique majeure. Pourquoi est-ce que je le dis? Eh bien, parce que si je repense au moment où j'ai été ministre de Défense pour un allié de l'OTAN, nous avons été très soigneux pour nous concentrer sur des questions importantes,
Mais dans certains cas, nous ne voyons pas les choses clairement. Et c'est dommage. Alors pourquoi est-ce que je le dis? Eh bien, dans nos armées, nous avons des experts bactériologiques, pour les virus. Et je suis étonné d'ailleurs par ce que le collègue français a dit. Et donc, où étaient les informations des services de renseignement? Pourquoi ne nous ont-ils pas donné les bonnes informations pour signaler l'enfer qui nous attendait? Vous avez dit à juste titre qu'on parle des dépenses en matière de défense, pour la sécurité et pour les forces armées. Il faut effectivement maintenir le même niveau de dépenses. Mais dépensons ces fonds intelligemment et de manière stratégique, de manière politique. Vous avez dit à juste titre qu'il faut rester unis. Absolument, nous sommes unis, mais nous devons être encore plus soudés. Et permettez-moi de vous dire ce que l'on a proposé à nos très bons amis italiens. En plein milieu de l'ère de la pandémie, nous, les Albanais, avec une population de 2 millions, nous avons dit tout d'abord le 1er avril, nous avons envoyé une trentaine de médecins et d'infirmiers en Italie. Le mois suivant, nous en avons envoyé 90, alors que nous sommes aussi confrontés à la pandémie. Mais nous l'avons fait parce que nous sommes convaincus qu'il faut rester unis. Accessoirement, je veux aussi remercier l'Union européenne pour l'appui proposé notamment aux pays des Balkans occidentaux et à l'Albanie. Merci de nous appuyer sur notre chemin vers une intégration à l'UE. Et je veux vraiment vous remercier, James, parce que vous et les gens comme vous ont l'esprit ouvert, sont intelligents, travaillent dur et voient les choses de manière claire et peuvent nous parler de ce qu'il faut que l'on fasse, que l'on précise et que l'on mette en place pour le bien de notre alliance, de nos organisations et surtout l'avenir de notre monde. Je pense que nous n'étions pas très bien préparés par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui. Mais tirons les conséquences de cela. Je suis contente d'être toujours là. Et je suis rempli d'espoir que tous les Russes de toute trempe, tous les Chinois, tous les terroristes et toutes les forces cachées ne vont pas être en mesure de ressortir de cette situation en tant que gagnants. Nous sommes les gagnants et nous devons rester les gagnants d'un monde meilleur. Merci. Merci, James. Tout d'abord, merci pour tous ces commentaires. Je suis tout à fait convaincu que les Italiens sont extrêmement reconnaissants pour cette aide et aussi notamment pour la contribution albanaise de personnes réelles, de médecins. J'aimerais dire quelque chose parce que je suis d'accord avec une grande partie de ce que vous avez dit. C'est que l'un de nos principaux défis n'est pas que nous ne sommes pas prévenus. En tant qu'ancienne ministre, vous en avez certainement vu un grand nombre. Le problème, c'est qu'on reçoit des alertes de toutes sortes, tout le temps. Des experts nous préviennent d'un si grand nombre de risques qui pourraient avoir lieu avec une probabilité faible ou élevée, avec un impact faible ou élevé. Et donc, le vrai défi est d'élucider quelles menaces, quels risques peuvent réellement se réaliser et ensuite d'avoir les ressources pour y réagir. La difficulté en tant que décideur politique, et nous sommes tous décideurs politiques, et le conseil que je donnerai maintenant, c'est que si il y a un an, j'étais allé au secrétaire général et je lui avais dit qu'il faut que l'on consacre
beaucoup de ressources à la préparation à une pandémie en les retirant de la défense collective, il y aurait eu un vrai débat sur pourquoi tout d'un coup on veut diminuer la défense collective. Et ensuite, tout d'un coup, nous avons dû faire face à ce défi. Cela étant dit, certains pays ont réellement réussi leur préparation. Ils avaient des stocks, ils avaient des ventilateurs, des masques, enfin des respirateurs, et ils ont pu les distribuer à travers le pays. Il ne s'agit donc pas de dire qu'on ne peut pas être préparé. Si, on peut. Mais le défi auquel nous allons tous devoir faire face, c'est d'essayer de déterminer comment calibrer et comment réagir pour les événements à impact élevé, mais à probabilité faible. Et comment le faire en particulier quand nous avons 20% de ressources en moins qu'il y a un an, plus nombreuses demandes d'infusion d'argent dans l'économie, des besoins en matière de santé qui seront renforcés et auxquels nous devrons consacrer plus de ressources. Donc, il y aura plus de demandes et moins de ressources. Donc, la politique sera au cœur du débat. Merci beaucoup. Camille Adim, à vous la parole. Camille. Merci Attila. Ne vous inquiétez pas, je parlerai de manière très concise. Mais j'aimerais remercier James d'avoir fourni des informations si concises aussi par rapport à la réaction de l'OTAN à ce problème si terrible que le Covid. Afin de nous débarrasser de cette pandémie, nous avons déjà fait quelques recommandations, des recommandations qui doivent être suivies. Bien entendu, si nous appuyons toutes les mesures que vous avez évoquées, comme celle de coopération par rapport aux Infox, cela sera utile. Quand on regarde les principes de base de l'OTAN, ce sont un pour tous et tous pour un. C'est le principe de la solidarité et de la coopération. Mais j'aimerais vous demander si, étant donné que nous sommes mis à l'épreuve face à ce virus et à la pandémie, si vous pensez que nous avons réellement déjà répondu aux exigences de ce principe d'un pour tous et tous pour un. Et en même temps, j'aimerais vous demander, puisque vous avez fait quelques recommandations, en bas de la liste, vous avez parlé de résilience. Et en matière de résilience, vous avez principalement indiqué qu'il y a une forte possibilité d'une deuxième vague. Je me demande si vous avez des informations extraites de renseignements qui vous donnent des indices, ou est-ce que ces informations viennent d'études de chercheurs, de scientifiques, qui vous précisent la probabilité de cette éventualité? James. Merci beaucoup. Ce sont de très bonnes questions. Alors, j'aimerais tout d'abord donner mon avis personnel par rapport à la question de la solidarité. D'après ce que j'ai vu, c'est que nous avons bien réagi dans un domaine, mais pas très bien dans un autre. Je pense que nous avons bien agi dans le domaine de la solidarité. Les alliés se sont entraidés, se sont appuyés les uns les autres avec des ressources réelles des deux côtés de l'Atlantique, avec les États-Unis et l'Europe, et au sein de l'Europe. Il a pu falloir un petit peu de temps pour que les choses se mettent en place, et j'y reviendrai. Mais quand je regarde comment les alliés travaillent ensemble au niveau politique et au niveau pratique pour faire face à ce défi et préparent l'avenir, je suis plutôt rassuré. Ils débattent de beaucoup de sujets, mais au moment difficile, ils réussissent à agir ensemble. Cependant, je pense qu'il y a deux domaines où nous aurions pu faire mieux. Nous aurions pu d'abord agir plus rapidement. Il a fallu du temps pour activer la machine. Comme je l'ai dit, il y avait deux raisons. Tout d'abord parce que nous nous sommes concentrés plus sur les opérations et la défense collective, et par ailleurs parce qu'il a fallu que l'on réfléchisse à la manière dont nous pouvions adapter les outils de l'OTAN pour réagir à la pandémie. Il y avait donc des raisons, mais il a fallu du temps. Et ensuite, il y avait un deuxième
point difficile, celui des communications. Le temps qu'il a fallu pour que l'on réagisse, la Russie et la Chine ont agi rapidement et de manière efficace. Ils ont fourni de l'aide d'une manière qui était conçue pour la communication stratégique. Par exemple, quand la Russie a envoyé de l'aide en Italie, ils ne sont pas allés directement à Bergame, au cœur de la crise. Ils ont pris l'avion ailleurs, ils ont ensuite traversé l'Italie avec des drapeaux russes sur leurs véhicules. Et même maintenant, ils passent beaucoup de temps se concentrant sur leur personnel présent en Italie. Et il y a tout un volet, toute une campagne de communication stratégique qui se concentre là-dessus, avec beaucoup de vidéos d'Italiens, de personnes qui remercient les Russes. Et alors, bien entendu, ils ont fourni un appui, et c'est important, mais ils sont aussi en train d'instrumentaliser cet appui. Nous fournissons un appui, et ensuite, nous sommes en train de mettre en place de la communication stratégique pour le démontrer, mais nous n'avons pas été forcément aussi rapides, dans certains cas, que les Russes ou les Chinois. Et par ailleurs, nous ne l'avons pas fait dans l'intérêt de la communication stratégique. Et donc, cela n'a pas eu le même effet de communication stratégique. Et donc, encore une fois, j'estime qu'il faut que l'on puisse mettre à profit la communication stratégique et montrer que ce sont les alliés qui fournissent cette aide. Parce que vous savez comme moi que la communication stratégique est au cœur de la politique. Et en montrant la solidarité, nous pouvons énormément faire, mais si personne ne le voit, cela n'aura pas autant d'effet. Donc nous pouvons améliorer nos processus. Par ailleurs, pour ce qui est d'une deuxième vague, je pense qu'il y a un consensus assez généralisé au sein de l'OTAN, mais pas uniquement. Je lisais aujourd'hui dans le New York Times qu'il y a de fortes préoccupations par rapport à une deuxième vague, qui se fonde sur toutes sortes de facteurs que vous pouvez imaginer. Le fait que nous avons des frontières ouvertes, des pays, et avec les frontières ouvertes, des pays qui sont plus contaminés et qui se retrouvent plus tard sur la courbe. Et il y aura des personnes qui vont revenir de ces pays et aller dans des pays qui ont déjà dépassé la courbe et le nombre d'infections est à la baisse et réinfecter. Je ne suis pas immunologue, donc je ne peux pas en être sûr, mais je pense que la vision généralisée est qu'il y a un réel risque de cela. Dans tous les cas, au sein du secrétariat de l'état-major, ce qui est clair, c'est que nous devons préparer cette situation. Si elle n'a pas lieu, tant mieux, mais il serait irresponsable de ne pas bien nous préparer pour fournir un meilleur appui au cas où cette situation aurait lieu, parce que c'est une possibilité réelle. Merci. I cannot see Jerry. He was on the list, but now he is not on the list. Voilà, j'ai vu Jerry, il était sur la liste, mais il a disparu de la liste. Donc je donne la parole à Lara Martineau. Et je vais clore la liste des questions parce que je pense que sinon nous allons dépasser le temps qui nous est imparti. Donc je vais suivre simplement la liste des personnes qui ont demandé à intervenir. Alors, donnons la parole à Lara. Merci. J'aimerais vous remercier, Attila et James. J'aimerais vous remercier pour toutes les informations que vous nous avez communiquées. Et j'aimerais simplement dire que, de notre point de vue, étant donné que les économies des pays de l'OTAN vont subir une pression sans précédent au cours des années à venir, j'ai du mal à voir comment nous allons pouvoir respecter cet objectif de 2% du PIB consacré au budget défense dans chacun des pays. Et j'imagine qu'on va voir ce phénomène mis à mal dans les années à venir. J'aimerais parler de la capacité de l'OTAN à organiser le transport aérien stratégique pour soutenir la lutte contre la pandémie au sein des pays de l'Alliance et au sein des partenaires. Et ces capacités ont d'ores et déjà aidé à pouvoir livrer des équipements médicaux à de nombreux alliés et partenaires en Europe et ailleurs. Et alors que la pandémie va se répandre certainement en Afrique, au Proche-Orient, l'OTAN va devoir déployer ses capacités pour pouvoir acheminer des équipements dans ces régions également. Alors la question que j'ai est la suivante. Au niveau de la
capacité logistique des Alliés, comment cette capacité peut être utilisée pour aider d'autres régions comme l'Europe du Nord et le Proche-Orient dans la lutte contre cette pandémie du coronavirus. Merci. Alors, je pense que l'OTAN a beaucoup à offrir à ce sujet, et ce, de nombreuses manières. Tout d'abord, nos responsables de la planification militaire sont, comme ceux dans d'autres pays, sont des professionnels de la logistique. Donc, ces personnes maîtrisent l'outil logistique, et nous disposons d'une structure qui peut nous aider à assurer cela. Tous nos pays disposent d'aéronefs. Donc, il ne s'agit pas simplement de savoir ce que l'OTAN peut offrir en tant qu'organisation. Chacun de nos pays membres, dont le mien, dispose d'une armée de l'air qui est disponible. Et nous, puisque j'ai dit au début de mon intervention que les aéronefs commerciaux sont bloqués au sol, donc nous pouvons utiliser ces aéronefs militaires. Puis, nous avons la capacité de transport aérien stratégique. Nous avons l'outil Thales, dont je vous ai parlé, et qui est une sorte de plateforme de coordination des vols. Puis, nous avons cette capacité de mouvement au sein même de l'OTAN. Donc, il y a des aéronefs, il y a des modalités techniques qui sont en vigueur, mais dans votre conclusion, vous avez dit quelque chose d'essentiel. Vous avez dit que nous devrions fournir un soutien à l'Afrique du Nord, au Proche-Orient et éventuellement à l'Afrique subsaharienne. Ces pays auront besoin de soutien. Nous sommes en pourparlers avec l'ONU et l'UE à ce sujet parce que ces organisations sont en train d'acquérir des équipements, des médicaments, et nous sommes en pourparlers avec eux pour voir si ces organisations peuvent utiliser ce que nous pouvons offrir pour transporter ces marchandises. C'est une discussion qui est en cours. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes tout à fait ouverts à toute possibilité. Et si on nous demande d'aider, bien évidemment, nous serons là pour offrir notre aide. Nous avons des ressources techniques, des aéronefs et des capacités logistiques que nous pouvons offrir. Très bien, merci. Ahmed, vous avez la parole. Ahmed Yildiz, vous avez la parole. Vous êtes ici ? Très bien. Est-ce que vous m'entendez, Attila? Oui. Merci. James, très brièvement, vous avez évoqué des exemples de solidarité parmi les alliés, mais autant que je sache, pour ce qui est de la Turquie, certains alliés ont envoyé leur soutien à d'autres pays. La Turquie a aidé d'autres pays, notamment. J'imagine que d'autres pays de l'OTAN ont eux-mêmes envoyé leur soutien à d'autres pays, et ce serait vraiment très bien, dans le cadre de la diplomatie publique au sein de l'Alliance, de mentionner ceci parmi les parlementaires. Donc voilà, si vous avez une liste, peut-être que vous pourriez l'envoyer au groupe plus tard, et nous pourrions utiliser cela à des fins de communication. Autre exemple de solidarité parmi les alliés, que nous devons reprendre dans le futur, c'est la question de l'évacuation des citoyens des pays de l'Alliance vers des pays qui ne font pas partie de l'Alliance. Ça c'est très important pour la Turquie. Nous avons une diaspora, évidemment, et nous sommes toujours en train d'assurer cette opération, mais d'autres pays doivent se montrer davantage coopératifs en ce qui concerne cette situation d'évacuation et des conditions de la quarantaine. Autre chose, vous avez parlé de la protection des industries clés. Dans le futur, nous aurons besoin d'une plus grande solidarité économique parmi les alliés, surtout en ce qui concerne les prêts ou les lignes de crédit plus accessibles. Et les alliés qui sont plus opulents devront se montrer davantage compréhensifs envers les pays plus fragiles économiquement, notamment quant à l'achat, l'acquisition de divers équipements. Donc, j'espère que l'OTAN va rédiger des directives à ce sujet pour les alliés,
directive qui pourrait être communiquée aux grandes institutions financières. Merci. Merci. Vous avez posé des questions très importantes et très intéressantes. Tout d'abord, je voudrais dire qu'après la fin de ce webinaire, je rentrerai en contact avec mes collègues à l'OTAN et nous allons communiquer par l'intermédiaire de l'ANPA les dernières informations en cours quant au soutien apporté par les pays entre eux. Je pense que c'est extrêmement important que nous vous communiquions cette liste. Il est important de communiquer ces informations au public. Je vous communiquerai également les informations relatives à l'évacuation des citoyens. À la division affaires politiques, nous n'avons pas nécessairement l'autorité de décider de communiquer ou non ce message, mais nous pouvons vous envoyer les informations. La question de la protection des secteurs clés est très importante pour moi. Nous avons un débat assez délicat que nous devons lancer. Il y a certains pays, pour certains pays du moins, le but de l'OTAN n'inclut pas la communication de conseil sur les secteurs stratégiques qui n'ont rien à voir avec le cœur de l'activité de l'OTAN. Là, je parle à la fois des organisations et des gouvernements qui doivent traiter de cette problématique. Donc, jusqu'à présent, nous nous sommes penchés principalement sur les secteurs qui sont nécessaires pour notre sécurité, pour la sécurité nationale de tous les pays, et pour les éléments qui sont nécessaires pour pouvoir déplacer nos soldats dans le but de la défense collective. Donc ça, c'est un peu le périmètre de nos activités. C'est un périmètre dans lequel l'OTAN peut fournir des conseils. Donc, à propos des aérodromes, des équipements cyber, des aéronefs, et pour ce qui est des éléments critiques des divers secteurs de la défense dont nous dépendons, alors nous pouvons fournir des conseils à ce sujet. Pour être honnête avec vous, je pense que nous ne pouvons pas aller plus loin en termes de ce travail d'analyse et de communication, de conseils professionnels aux pays de l'Alliance sur ce qui, selon nous, est important. Et à propos des décisions de l'UE, par exemple, mais c'est un débat qui est en cours à l'OTAN. Je participe à ce débat et je sais qu'avec la crise du Covid-19, nous allons devoir adapter notre travail que nous avons d'ores et déjà lancé. Ce travail va devoir passer par un dialogue avec l'UE, parce que l'UE s'est montrée très active dans ce domaine. Vous avez vu le président de la Commission qui a dit très publiquement que c'est une préoccupation pour l'UE, et l'UE va produire ses propres directives, et nous devons nous assurer qu'il y a une certaine cohérence pour les pays qui font partie et de l'OTAN et de l'UE. Donc nous allons certainement lancer le débat avec l'UE, mais je peux vous assurer que ce travail se poursuit, il est en cours, il a dû subir une certaine adaptation en raison de la crise, mais vos questions sont extrêmement pertinentes. Merci. Je donne maintenant la parole à Marietta. Marietta, la parole est à vous. Voilà, c'était une excellente idée que de proposer ce webinaire. C'est pas seulement une question de solidarité, je crois. Ça nous permet également de voir tout ce que cela signifie pour nos pays respectifs, pour l'Alliance. C'est une menace mondiale, quelques 102 ans après la grippe espagnole, qui a coûté la vie à des millions d'individus dans le monde et surtout en Europe. Nous disposons d'équipements médicaux maintenant, nous pouvons affronter ce problème, mais dans nos communautés scientifiques, nous sommes prêts à travailler pour trouver un vaccin ou des solutions thérapeutiques autres que des médicaments. Et nos pays doivent, comme Madeleine l'a dit, doivent étudier, doivent réévaluer leur système sanitaire. Certainement, nous devons envisager les changements à apporter dans nos systèmes médicaux pour éviter une deuxième vague,
comme vous l'avez évoqué, mais de manière générale, d'éviter une épidémie de cette ampleur dans le futur. Dans mon pays, par exemple, nous sommes confrontés à cette pandémie, évidemment, et nous n'avons eu que 147 décès et nous n'avons eu que quelques centaines de cas. Notre pays s'est montré extrêmement efficace et les citoyens grecs se sont montrés très disciplinés et nous sommes très appréhensifs avec l'été parce que notre pays dépend beaucoup du tourisme et le tourisme représente un secteur économique extrêmement important en Grèce. Et James, d'un autre côté, vous avez dit qu'il ne fallait pas surréagir. Que voulez-vous dire par cela? Parce que nous pouvons voir que nos économies sont durement touchées par la crise. Nous devons travailler de manière différente. Notre PIB l'année prochaine sera considérablement affaibli, surtout dans les pays comme la Grèce. Mais voilà, moi je suis médecin de formation et tout d'abord, scientifiquement parlant, les politiciens doivent écouter les scientifiques. Par exemple, au Royaume-Uni, les choses ont été assez claires. Le Royaume-Uni a adopté une méthode différente au début de cette crise. Et on a vu un peu comment cela a évolué. En Italie, en Grèce, en Autriche, la situation est plutôt positive. Mais il faut maintenir les mesures en place. Donc, James, si vous pouvez nous parler davantage de la réaction de l'OTAN, ce serait très utile. Merci pour cette question. Et nous avons beaucoup de respect par rapport à la manière dont la Grèce a géré cette crise. Nous avons vu les chiffres qui sont très impressionnants et très positifs. Et ce que je veux dire par réaction de l'OTAN, c'est qu'il ne faut pas surréagir, il ne faut pas sous-réagir non plus. Nous sommes confrontés à ce défi et ce défi va subsister pendant des années, je pense. Mais ce que j'ai voulu dire, c'est deux choses. Tout d'abord, comme je l'ai dit, nous devons maintenir les dépenses en matière de défense à un niveau approprié, parce que nous allons être confrontés à ce problème. Il y a des pays qui vont continuer à agir contre nous, donc le problème de la sécurité va subsister et nous ne pouvons pas nous permettre d'être sans défense. Si nous aboutissons à une telle situation, nos citoyens nous diront à juste titre pourquoi avez-vous baissé votre garde dans le domaine de la sécurité. Donc ça c'est une chose. Et la deuxième chose que j'ai voulu dire, c'est qu'il ne faut pas essayer de penser l'OTAN en tant qu'organisation chargée de la réaction par rapport au coronavirus. Il y a d'autres organisations qui peuvent se charger de ça. L'UE, par exemple, en est une. L'UE est une de ces organisations qui a pour vocation de lutter contre ce genre de catastrophe. L'OTAN peut donc contribuer, mais ce n'est pas notre travail principal. Nous avons des enfants, pour beaucoup d'entre nous, et mon fils, quand il était beaucoup plus jeune, lorsqu'il jouait au football, c'est que à chaque fois que le ballon allait d'un endroit à l'autre, les petits garçons suivaient ce ballon, quelle que soit leur position. Et il faut éviter, je crois, de se précipiter sur ce ballon métaphorique, chacun tous en même temps. Sinon, je pense que nous prenons un lourd risque sécuritaire et il y aura forcément des prix que nous devrons payer si nous baissons notre garde.
Et ce que cela signifie, c'est que il sera très difficile politiquement de revenir à une situation positive pour nous au niveau de la sécurité si nous baissons notre garde. Donc nous devons assurer notre sécurité. Cela fait partie de l'équilibre que nous devons assurer. Merci beaucoup. Et je vais donner maintenant la parole à Jean-Marie. Je vais parler en français. Très bien. Je vous remercie pour cet exposé remarquable, pour ces questions intéressantes. Je suis moi-même actuellement confiné dans la ville de Mulhouse, qui est un des clusters français du virus. Et je dis cela parce que nous avons eu cette expérimentation d'un hôpital de campagne qui nous a beaucoup aidés, un hôpital de l'armée française, qui a été obligé d'ailleurs d'inventer une formule complètement nouvelle, alors qu'elle avait plutôt la pratique d'antennes chirurgicales au Sahel ou dans d'autres régions du monde. Je pense que les Italiens ou d'autres collègues d'autres pays qui sont très touchés pourraient dire la même chose. Cette nouvelle expérience et la capacité de travailler ensemble sur cette problématique sanitaire, militaire, est certainement une des questions qui se posent à l'OTAN. C'était ma première question. Ma deuxième question a déjà été évoquée, mais pas de manière aussi précise. Je veux parler du risque cyber. J'avais fait il y a quelques années un travail là-dessus au niveau de l'OTAN et il y avait beaucoup de failles. Je sais que l'OTAN a fait beaucoup de progrès en quelques années. On voit bien que dans la période actuelle, avec cette crise sanitaire mondiale, ces tensions avec la Chine, etc., on voit bien que la menace est à nouveau très forte. Est-ce que nous avons la capacité de nous mettre à niveau en tant qu'alliés de l'OTAN? Et enfin, dernière question, sur le plan opérationnel. On a vu qu'un certain nombre de nos armées, tel sous-marin américain, tel sous-marin français, ont été d'une certaine manière arrêtés sur le plan opérationnel par le virus. Bien sûr, comme vous l'avez dit, James, nous sommes là en grande partie sur des éléments de souveraineté des pays, mais il peut y avoir aussi, sous l'égide de l'OTAN, une capacité d'entraide pour faire face, lorsqu'il y a de telles situations liées, là en l'occurrence c'est un virus, à une véritable paralysie de certains outils de défense, de pouvoir s'entraider en tant qu'alliés sans pour autant abandonner notre souveraineté. Merci. Merci beaucoup. Let me address all three of those. Alors, je vais répondre à ces trois remarques très intéressantes. De toute évidence, comme vous l'avez dit, beaucoup d'alliés ont une certaine expérience lorsqu'il s'agit de relever certains défis dans d'autres parties du monde qui peuvent certainement être bénéfiques pour nous maintenant, par exemple les opérations en Afrique ou dans des endroits comme l'Afghanistan où on peut adapter notre médecine militaire actuelle face aux défis actuels. Je crois qu'il est juste de dire que beaucoup des hôpitaux de campagne sont conçus pour des traumatismes, c'est-à-dire la chirurgie de combat. Donc, s'adapter à cela, eh bien, ils ont déjà fait cela, ceux qui se sont déjà déployés dans des zones de combat pour faire face à ce genre de situation. Mais en fait, c'est une opportunité qui s'offre à nous. Il faut s'engager de façon constructive avec les partenaires qui ont une plus grande expérience que la nôtre. Je parlerai de deux groupes. Les partenaires Asie-Pacifique, par exemple, ils ont dû faire face à des pandémies depuis des années, comme le SARS, syndrome respiratoire aigu. On voyait les Asiatiques qui maintenant portent des masques, mais il y avait des systèmes, y compris les systèmes médicaux, qui étaient beaucoup plus préparés face à ce genre de crise. Donc, une des choses que nous faisons maintenant, c'est de créer un dialogue afin de nous inspirer d'eux. Il n'y a pas simplement ce que la Chine fait dans son voisinage, mais comment ils ont construit la résilience de leurs systèmes médicaux. Dans les hôpitaux, par exemple, et vis-à-vis de la société. Et puis, il y a également les partenaires africains et amis.
ils ont dû faire face également à différentes épidémies, y compris par exemple l'Ebola. Et je sais que leurs sociétés ont beaucoup insisté sans le même niveau de ressources, mais ils ont vraiment comblé les lacunes de manière très intelligente pour essayer de gérer ce genre de défis. Par exemple, dans beaucoup de pays en Afrique, dans la région subsaharienne, dans chaque petit village, petite ville, ils ont une personne qui se concentre sur le domaine épidémiologique. Ils regardent les symptômes, ils voient les alertes venant des autorités centrales dans chaque ville en disant, voilà, ce sont les choses que vous devez rechercher. Ainsi, on avertit les personnes des communautés et si la personne a des rapports, ils ont le téléphone, le numéro de téléphone pour communiquer où qu'ils soient, au centre ou ailleurs. On dira, voilà le point chaud, il faut surveiller cela. Voilà un des nombreux exemples. Donc, je crois qu'on peut apprendre beaucoup de choses également. Et puis, il s'agit de créer un dialogue avec nos amis et nos partenaires également dans d'autres régions du monde afin de tirer parti de leur expérience, de leur demander également si nous, on peut les aider parce que peut-être on a plus de ressources, peut-être pas, mais peut-être que oui. Ils ont peut-être une plus grande expérience, plus de compétences et ils voudront peut-être la partager avec nous. Deuxièmement, en ce qui concerne les cybermenaces, de toute évidence, nous avons vu une reprise des cyberattaques depuis le début de la pandémie. Principalement, ce sont des cyberattaques vis-à-vis des installations médicales, de recherche, parce que d'autres acteurs essaient d'obtenir l'information par rapport au vaccin et ils voudraient y arriver aussi rapidement que possible, mais pas simplement pour le domaine commercial, mais également le domaine géopolitique. Alors, il y a les cyberattaques, les cyberpiratages. On est dans une meilleure situation qu'il y a de cela 3-4 ans par rapport à nos politiques, nos infrastructures, par rapport aux redondances, par rapport à la coopération avec l'Union européenne. Nous sommes alertés sur le domaine cyber. Leur cybersystème s'alerte également. Donc, on a une image d'ensemble et une réponse cohérente, ainsi que nous l'espérons, face à ce genre de situation. Mais le domaine cyber fait partie également de ces directives que nous essayons de créer. Je suis sûre qu'on va être de plus en plus fort chemin faisant, mais nous concentrons pour être sûrs, comme nous le faisons, de nous en sortir dans une meilleure situation. Et puis, votre dernière remarque, je crois, était essentielle. Si un allié se trouve dans une situation dans laquelle la pandémie touche les capacités opérationnelles ou même plus leur capacité à fournir la défense, je suis sûre à 100% que d'autres alliés qui seront mieux placés pour les aider vont certainement réagir. Donc, il ne faut pas oublier que les militaires sont très vulnérables par rapport à leur structure. Très souvent, ils sont dans des espaces confinés, et ils sont nombreux dans ces espaces, dans des gros bâtiments, des porte-avions, des sous-marins, des avions de transport, des formations militaires. Là, il y a toute la proximité, tout le monde dort dans les mêmes installations, ils dînent ensemble, ils mangent ensemble, et c'est toute une structure du système militaire moderne. Il s'agit d'être ensemble, et il faut être dans des plateformes modernes, dans des espaces très confinés. Donc, il y a un risque réel, et nos personnels, nos effectifs militaires ne sont pas à l'abri de tout cela. Donc, les commandants ont été très prudents, ont fait de notre mieux. Je suis plutôt satisfait de la faible incidence, relativement faible incidence, parce qu'on a pris des mesures efficaces. Mais pour reprendre votre dernière remarque, si les pays doivent apprendre les uns des autres, c'est à l'OTAN qu'il faut se référer et je suis sûre qu'on y arrivera. Nous avons maintenant Andrea Orsini, l'Italie. Will speak in Italian, so for the translators. Io vorrei prima di tutto esprimere la mia gratitudine come parlamentare italiano all'Albania per il generoso gesto di aiuto dato al nostro paese e le ancora più generose parole con le quali il primo ministro albanese ha voluto sottolineare l'invio di personale medico in aiuto dell'Italia. Non dimenticheremo questo gesto che rafforza la tradizionale
amicizia, un tradizionale legame con l'Albania, che si conferma ancora una volta un paese di grande civiltà e di grande umanità, e volevo testimoniare questo alla Presidente Codeli. Detto questo, volevo invece fare una domanda un po' più di scenario rispetto a ciò di cui si è parlato fino adesso. Nei primi giorni della pandemia, Henry Kissinger scrisse un articolo di cui si è molto parlato sul Wall Street Journal, nel quale si diceva che il grande tema per i paesi democratici sarà salvaguardare l'ordine mondiale liberale dagli sconvolgimenti di tipo economico, sociale, politico che deriveranno da questa vicenda. Ora, come diceva prima il nostro relatore, che ringrazio, la lotta contro la pandemia in sé non è evidentemente il core business della NATO, ma la difesa di quello che Kissinger definisce ordine mondiale liberale, direi che invece è certamente il senso strategico dell'esistenza di un'alleanza che si fonda su questi valori. È abbastanza facile presumere che tutti i paesi liberi usciranno in qualche modo indeboliti da questa vicenda. Stavo dicendo, vediamo se adesso io non credo che sia abbia senso parlare di responsabilità della Cina in base a teorie più o meno fantasiose che vorrebbero che questa vicenda sia nata in un laboratorio cinese. Credo però che la Cina abbia delle responsabilità omissive nel non avere reso noto quello che è accaduto in tempi e modi utili, ma abbia anche un vantaggio. Je crois que la Chine a commis une omission. Aujourd'hui, ils ont également un avantage concurrentiel parce que, en fait, ils sont sortis de la crise avant nous. Donc, ils exploitent cet avantage lorsqu'il s'agit de propagande, lorsqu'il s'agit d'influence économique et politique. À nouveau, dans ce contexte, pensez-vous que le rôle de l'OTAN doit s'adapter d'une certaine façon? À dire vrai, mon italien n'est pas ce qu'il est. Je crois que j'ai quand même compris le sens général, donc désolé si je ne réponds pas à tout ce que vous avez dit, mais pour l'essentiel, si j'ai bien compris, vous parlez de la géopolitique, de ce qui va venir ensuite avec la Chine, en particulier avec la Russie. Donc l'OTAN doit s'adapter pour gérer ou aider à gérer les implications géopolitiques de toute cette situation. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois qu'il y a un risque, enfin c'est pas le bon terme, mais une tentation naturelle de se concentrer sur ce qui est juste devant nous, c'est-à-dire le défi immédiat, sauver des vies, déplacer du matériel de protection personnelle, des ventilateurs dans le monde entier. Et donc, ma préoccupation est la suivante, que d'autres acteurs peut-être jouent le jeu de la géopolitique. Ce sont des enjeux géopolitiques qui font partie d'une stratégie ou n'en fait pas partie peut-être. Il y a une réaction par rapport aux événements. Je crois que j'ai vu une citation de Tony Blair il y a de cela 20 ans où il disait que c'était après le 11 septembre. Il a dit qu'il y a quelque chose qui a été secoué et il fallait bouger avant que tout ne s'effondre. Et c'est précisément ce qui se passe maintenant. On a secoué le cocotier et puis maintenant, les morceaux s'effondrent et il faut faire quelque chose, il faut avancer. On a déjà discuté ensemble d'un certain nombre de mesures qu'il fallait prendre où l'OTAN pouvait jouer son rôle. Donc, il faut appuyer les partenaires Asie-Pacifique dans les défis qui existent dans leur région. Il faut protéger notre propre résilience contre les défis de demain. Il faut protéger le modèle démocratique, mais protéger le modèle démocratique,
Ça ne veut pas dire simplement nous unir les uns les autres. Il faut cibler, viser les institutions où des normes sont fixées. Et il faut agir ensemble de concert pour protéger les normes occidentales. Et ceci comprend bien sûr la surveillance. Quel est le droit au caractère privé, aux droits de l'homme, de l'individu? Quelle est la définition des droits humains? Il s'agit des libertés individuelles d'autres pays. La Chine le dit de toute façon ouvertement. Ça n'est pas la première priorité que les droits humains. Et la première priorité, c'est la prospérité économique et la sécurité. Et si ça veut dire sacrifier à ce titre vos libertés, très bien. Et en fait, il faut le faire. Et ils essaient de changer la définition de tout cela, de ces principes, pour acquérir le fait que les alliés répondent à cette demande. C'est une énorme question géopolitique dont il faudra traiter. Puis la géopolitique également, qui est la suivante, même si on est face à des défis énormes sur nos propres territoires, il faut aller voir où sont les problèmes, où ils pourraient nous revenir et essayer d'aider les personnes à faire face à leurs défis sur leur propre territoire. Moi, je ne veux pas dire que je suis contre les migrations, je suis fils des migrants moi-même. Mais on ne voudrait pas avoir des problèmes illégaux non contrôlés qui viennent à nous. On veut aider sur le terrain les personnes à traiter sur le terrain de leurs propres problèmes pour gérer ensuite nos relations avec eux de la bonne façon. Donc, la géopolitique de tout cela va évoluer de manière incroyable. Les relations entre les États-Unis et la Chine feront partie de tout cela. Et bien sûr, pour l'instant, tout est un petit peu mitigé, contrasté. Et bien sûr, la transition géopolitique va s'accélérer. Et puis, l'OTAN doit gérer tout cela pour servir les alliés et la sécurité internationale. J'espère que c'était proche de la question que vous avez posée. Merci. Merci beaucoup. Luca, ensuite. Luca. Luca n'est pas là. Donc, on a une dernière question. Christiane, vous avez la parole. Très bien. Je vais parler de la marche à suivre pratique pour l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. On a correspondu avec notre collègue, avec Paul Brook, depuis un certain temps. Il veut bien écrire un rapport spécial sur la pandémie du Covid-19 et les conséquences économiques. Et je serai le rapporteur de ce rapport. Et j'espère que l'OTAN elle-même va coopérer à ce rapport qu'il est en train de rédiger à l'heure actuelle. On voulait également un rapport sur la Chine et j'en suis également le rapporteur. Donc, je vais être très occupée dans ce genre de tâches, mais il est très important qu'on réagisse rapidement afin que le processus soit plus actualisé, plus intéressant et qu'on puisse travailler au sein des gouvernements nationaux dès maintenant. On a parlé également de l'avenir à long terme. La Chine a eu des exportations renforcées par rapport à l'année passée. Ça m'a beaucoup surpris. Mais bien sûr, ce sont les fournitures médicales, les produits médicaux. Et 80% des pays dépendent de l'Inde et de la Chine lorsqu'il s'agit de médecine, de produits médicaux. C'est un domaine à risque, je ne le savais pas, mais pour mon pays, c'est le cas, pour d'autres certainement également. C'est pour ça que la Chine a des excédents d'exportation. Ce n'est pas le cas de mon pays, bien sûr. Donc, il est important de travailler de concert, d'examiner la situation de concert, afin qu'il n'y ait pas simplement le siège de l'OTAN puis l'Assemblée parlementaire qui travaillerait de son côté. Il faut travailler ensemble, à l'unisson, sur la marche à suivre avec les gouvernements et tous les hommes politiques. Merci. Nous sommes tout à fait d'accord
Et dans ma division en particulier, nous sommes responsables des relations avec l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Donc, ce n'est pas nécessaire de nous convaincre, nous sommes convaincus. Mais je parlerai peut-être du rapport que vous êtes en train de développer. Je ne sais pas quelles sont les échéances, mais le groupe de réflexion va consulter les parlementaires. Je crois qu'ils sont toujours à la recherche de rapports solides, circonstanciés, pour les 4 à 5 mois à venir. Donc, tout ce dont vous pouvez disposer, que vous pourrez donner au groupe de réflexion sera le bienvenu. Nous allons lire tout cela. L'OTAN et le Conseil vont certainement rester au courant. C'est très, très important pour le secrétaire général et pour nous tous, et particulièrement pour les ambassadeurs. Mais je crois que le groupe de réflexion est également une occasion d'insuffler des idées, puis elles iront jusqu'au secrétaire général et puis va les insuffler dans ses propositions vers les alliés. Donc, le moment est bien choisi. Tout le monde attend de très bonnes idées et c'est vraiment une occasion rêvée. Merci beaucoup. Je suis d'accord pour que le secrétaire général participe également aux travaux de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Nous sommes sur la bonne voie. On va essayer de s'organiser pour avoir des lieux importants d'information. Je crois qu'il y a 2 autres questions. Charlie Grant et Luca Fassonnet. Can you hear something, James? No. Okay, I think Ruxandra, we should skip and we should go to Luca. Luca. On va donc donner la parole à Luca. On va peut-être revenir à Cheryl par la suite. Luca. Luca, vous êtes là? Où êtes-vous? Il n'y a personne au bout de la ligne? Personne au bout du fil? Alors, on peut parler encore pendant des heures de ces questions, mais je crois qu'il faut boucler la séance maintenant. Merci beaucoup, James. Merci pour un exposé vraiment excellent. Merci pour vos informations, des informations très précises qui étaient vraiment nécessaires. C'est vraiment un moment historique. C'est le premier webinaire sur ce sujet. Donc, on aimerait reprendre ce genre de conversation et de dialogue. Et donc, je crois qu'on pourra vous réinviter pour faire part de vos informations sur ces questions. Merci de nous avoir consacré du temps. Merci à tous ceux qui ont participé à la réunion. On remercie également les interprètes parce que c'était très utile pour nous de pouvoir nous comprendre les uns les autres. Merci, merci James. Au revoir et prenez soin de vous.